Bienvenue pour ce webinaire de présentation de l'AMI Coram 2021. Donc c'est un webinaire qui vous est proposé par la PFA, la plateforme de la filière automobile et mobilité, et par les 4 pôles automobiles et mobilité que sont Cara, ID4Car, Nextmove et le pôle véhicule du futur. Donc je suis Geoffroy Martin. Moi je suis responsable projet et innovation au sein du pôle Nextmove. Et donc, je vais animer ce webinaire ce soir au nom des 4 pôles automobiles et de la PFA. Donc, je vous rappelle les règles de fonctionnement. On coupe les caméras, les micros, et puis pour poser vos questions, vous avez accès au chat et je synthétiserai ensuite les questions à l'issue des interventions. Donc, au niveau du programme, on va avoir une intervention par Steve Marvin, qui est directeur R&D de la PFA. Ensuite, une présentation de l'AMI par Amine Didoui, directeur de projet automobile à la DGE. Antoine Roux vous présentera le processus et puis les critères au niveau de l'instruction des projets. Donc Antoine Roux qui est chargé de développement, pilotage des programmes chez BPI France. Nous aurons un temps d'échange ensuite suite à ces interventions. Et puis Steve Marvin de la PFA fera une conclusion à l'issue des échanges. Donc Steve, c'est à vous, je vous laisse la parole. Ah, juste avant, quelques mots sur l'Interpôle automobile et mobilité, qui est là vraiment pour vous aider dans le montage de vos projets, à la fois via une aide à la structuration et à l'enregistrement du dossier, pour chercher des partenaires également. Il vous donne accès à son réseau d'experts donc pour tester la solidité des projets que vous proposez et puis vous orienter également vers les bons dispositifs de financement. Donc vous avez un certain nombre de contacts dans chacun des 4 pôles automobile et mobilité que je vous invite à contacter en amont de tout dépôt sur l'AMI Coram. Et donc un rappel, les projets labellisés ont un taux de succès jusqu'à 2 fois supérieur aux projets non labellisés. Steve, je vous laisse maintenant la parole. Bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Steve Marvin, je suis le nouveau directeur R&D de la PFA et j'ai le plaisir de présenter le dispositif Coram. Donc, est-ce que vous pouvez passer, tu peux passer au prochain slide. Donc, le Coram, l'objectif du Coram est de stimuler la recherche et le développement dans l'industrie automobile par un financement ciblé. Le principal objectif, c'est d'aider la transition vers les technologies de l'avenir, comme on a défini à la PFA dans notre contrat stratégique de filière en 2010 et qui a été encore plus précisé l'année dernière dans la feuille de route technologique. Donc, le Coram, c'est un portail unique pour tous les projets de recherche dans le domaine automobile et mobilité. Et ensuite, ça va orienter les projets vers soit les appels à projets et dispositifs de soutien initiés dans le cadre des stratégies d'accélération. Ça, c'est essentiellement pour des projets qui concernent l'hydrogène, la digitalisation et décarbonation des mobilités, l'électronique, l'intelligence artificielle, le recyclage, la réutilisation des matériaux. Sinon, les autres projets seraient orientés vers les appels à projets, les dispositifs de soutien initiés dans le volet structurel du PEA 4. Et les concerne souhaiter que les projets soient collaboratifs, emblématiques et qu'ils impliquent l'ensemble de la filière, c'est-à-dire les PME, les ETI, les labos et les grandes entreprises, et qui suivent ces termes. L'axe 1, c'est le véhicule électrique et les projets structurants de sa chaîne de valeur. Donc, évidemment, ça couvre les batteries, le dispositif de recharge, l'électronique de puissance. Le deuxième axe, c'est le véhicule hydrogène.
Le troisième axe, c'est les autres axes qui permettent de diminuer l'émission de CO2 et également les émissions nocives des véhicules thermiques. L'axe 4, c'est les matériaux innovants et l'assemblage et l'économie circulaire. Et l'axe 5, c'est les véhicules connectés, automatisés et partagés. Ensuite, on a une situation sur le planning. C'est le dépôt des dossiers à partir du 12 février avec 2 relèves, le 19 mars et le 31 août. Je pense que Amine va parler un peu plus du planning dans le détail. Et ensuite, ce qu'on souhaite, et Geoffroy vient d'en parler, c'est l'application par les pôles et une vérification de la cohérence, une lettre de soutien par le PFA qui va être fournie avant le dépôt du dossier dans le quorum. Et pour faire ça, on a besoin d'une A4 qui explique le contexte, le marché cible, qui est le porteur du projet, une description brève du projet et les points clés, y compris une analyse de l'état de l'art, une explication des objectifs techniques du projet, quels sont les aspects innovants et quels sont les verrous qui vont être levés par le projet. Et finalement, la contribution à la filière, quelle est la demande de soutien et les impacts. C'est tout ça qu'on souhaite avoir dans une A4 pour présenter le projet qui va nous permettre de ensuite apporter notre soutien. Premier quorum le 11 juin, à préciser, c'est le 11 juin, plutôt de cette date-là. Et ensuite, on va passer directement aux signatures des projets. Et l'objectif, c'est de passer d'avoir tous les projets qui sont dans cette première relève du 19 mars, va être validé avant l'été. Ensuite, le guichet va rester ouvert jusqu'au 31 août et ensuite, il y aura un deuxième quorum le 15 novembre. Ensuite, en termes de financement, on peut avoir, le financement peut prendre forme de jusqu'à 75% en subvention et le reste en avance remboursable. Et ensuite, le budget cette année, c'est 150 millions d'euros. Les projets ont un budget minimum pour ce qui concerne les projets portés par les grandes entreprises ou les ETI, doit être à 5 millions d'euros et pour les PME, doit être à 2 millions d'euros. Pour les projets portés par les grandes entreprises, la HDPI et le DGE considèrent un minimum de financement à 500 000 euros. Merci Ensuite, Steve. je passe la main à qui va présenter dans le détail. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est parfait. Donc, juste un rappel, parce qu'il semble qu'il y ait encore des micros ouverts. Donc, pour les autres participants, merci de bien fermer vos micros. Amine, c'est à vous. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc, Amine Didioui, directeur de projet automobile à DGE, ministère de l'économie, des finances et de la relance. Je vais quand même en fait apporter plus de précision et rentrer dans le détail pour voilà, bien présenter en fait l'objectif du quorum. Donc c'est juste pour rappeler un peu l'historique. Le quorum a été mis en place dans le cadre du plan soutien automobile qui a été annoncé l'année dernière par le président de la République. Donc la version du quorum 2020 a permis de soutenir un nombre, 27 projets de la filière automobile et 27 sur 100. Et donc là, l'objectif c'était en fait qui a été acté par le gouvernement, c'est de pérenniser en fait le quorum. Et donc c'est à cette occasion en fait qu'il y a un quorum qui a été mis ou qui vient d'être mis en place en 2021. Donc
comme l'a déjà en fait souligné Steve, en fait l'objectif du Coram, c'est bien entendu répondre à 2 enjeux. Le premier en fait, c'est répondre aux enjeux technologiques de compétitivité et de transition écologique. Et le deuxième, c'est vraiment soutenir les projets structurants de la filière pour permettre en fait à l'industrie automobile française d'être parmi celles ou parmi les premières en fait industries productrices de véhicules propres au monde, à la fois véhicules électriques, véhicules hydrogène, véhicules autonomes connectés, et voilà, enfin, et implémenter un maximum de technologies innovantes dans le véhicule en fait du futur. Donc voilà, ça fait partie en fait voilà des objectifs qu'on s'était fixés que ce soit pour le Coram 2020 et également pour le Coram 2021. Après voilà, comme l'a déjà indiqué Steve, le Coram c'est vraiment le portail unique pour soutenir en fait l'ensemble des projets ou les projets en fait qui sont en phase avec la filière automobile. Donc là, le Coram de cette année, il arrive à un moment en fait où tous les guichets existants en fait du PIA 3 vont disparaître. Donc un certain nombre d'entre vous peut-être connaissent en fait déjà le PSPC et la 2IP. Donc ce type de guichets en fait, ils ont été mis en place en fait dans le cadre du PIA 3, et avec l'arrivée en fait du PIA 4, l'ensemble de ces guichets en fait, ils vont disparaître pour leur laisser place en fait à de nouveaux guichets. Donc là, en fait, on appelle à ce stade, en fait, ce que vous avez vu sur le site aussi, c'est qu'on a indiqué que le Coram, c'est un AMI, mais il faut plutôt le voir comme étant un AP. Tout simplement, c'est parce qu'en fait, le Coram ne dispose pas de crédit en propre. Et les dossiers qu'on va recevoir dans le cadre du Coram, on va bien entendu les instruire. Et puis après, c'est l'État, en fait, qui va les rediriger automatiquement, ou plutôt en fait je parle bien entendu des projets qui seront présélectionnés, mais je reviendrai sur ce point-là plus en détail. Ces projets-là, ils seront bien entendu orientés vers les autres guichets qui seront mis en place dans le PIA 4, que ce soit les guichets en fait qui sont liés à tout ce qui est à l'aspect structurel en fait du PIA 4 ou volet dirigé. Après, voilà, le Coram, en fait, il couvre, il s'adresse à tout type d'entités, que ce soit des entreprises, des laboratoires de recherche, des PME, des ETI, Donc, quelle que soit leur forme juridique, leur mode de gouvernance et aussi leur financement, qui proposent un service ou un bien sur les marchés de la filière automobile. Bien entendu, en fait, les projets qui doivent être présentés, ils doivent être en phase avec les axes qui ont été déjà décrits par Steve. Après, voilà, il y a un élément qui est très important que je souhaiterais souligner, c'est que le projet doit obligatoirement être porté par une entreprise. Cette entreprise pourrait monter ce projet, soit être en nos partenaires, c'est-à-dire l'entreprise présente elle seule son projet dans le cadre en fait du Coram, ou elle le présente en fait dans le cadre d'un consortium. Le consortium pourrait impliquer des startups, des PME, des ETI, des laboratoires de recherche également, ou même des entités qui sont aptes en fait à développer des briques technologiques à destination en fait de l'automobile. Pour la slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, les axes stratégiques, ils ont été déjà présentés en fait par Steve. Je vais pas revenir dessus, mais voilà, les entreprises en fait qui présentent leurs projets peuvent bien entendu en fait les soumettre à la PFA et au pôle de compétitivité pour avoir une labellisation. Après, sur le calendrier. Donc là, l'AMI, donc vraiment, j'insiste en fait, c'est que le Coram ne sera pas suivi d'un AAP. Donc c'est l'AMI en fait qui reçoit l'ensemble des dossiers. Il n'y aura pas un AAP derrière. Et en fait, dès l'ouverture en fait de l'AMI, on va qui est ouvert depuis le 12 février. On va en fait faire une relève en fait des dossiers qui seront déposés jusqu'au 19 mars. Donc au 19 mars, les services de l'État avec BPI France, ils vont déjà récupérer en fait les dossiers qui seront déposés sur la plateforme. Et puis après, on va procéder derrière en fait à la présélection en fait des dossiers qui vont passer en instruction approfondie. Une fois en fait donc cette
cette étape-là, elle va durer en fait jusqu'au 8 janvier. Une fois en fait les dossiers en fait ils sont sélectionnés, c'est-à-dire en fait vraiment les projets structurants qu'on a retenus, qui ont un impact à la fois sur la filière automobile, sur l'empreinte industrielle, sur l'emploi. Et plusieurs paramètres en fait qui sont décrits en fait dans le cahier de charge. Il y a une réunion, une première réunion du Coram en fait qui aura lieu pour présenter en fait les lauréats de la première relève. Ensuite, en fait, le processus, il continue, hein, c'est-à-dire, en fait, les entreprises qui n'ont pas pu déposer au 19 mars, ils auront toujours la possibilité de déposer après. Donc, nous, on va procéder à une deuxième relève à la fermeture, en fait, de l'AAP qui aura lieu le 31 août 2021. Et donc, on va faire de la même manière une présélection des dossiers, une instruction approfondie des dossiers présélectionnés, et puis après, une annonce en fait des dossiers lors d'une deuxième réunion du Coram qui aura lieu autour du 15 novembre. Juste pour votre information, et je souhaiterais bien préciser ça, en fait, le calendrier après le 19 mars n'est pas encore figé. Tout dépendra bien entendu du nombre de dossiers en fait qui seront déposés, qui seront présélectionnés, qui seront instruits derrière. Et donc là, ça c'est pour le calendrier et juste pour expliquer en fait la différence entre un AMI et un AP. Un AMI, c'est un appel à manifestation d'intérêt dans lequel en fait notre objectif c'est voilà, quand on le met en place côté État, c'est pour identifier en fait les projets qui seront plutôt envoyés ou soumis par les entreprises. Un AP, c'est un appel à projet, donc c'est un dispositif qui dispose en fait de crédits et qui est en mesure en fait de les financer en direct. Donc là, le Coram ne dispose pas de crédit. En fait, il va bien entendu s'appuyer en fait sur les différents guichets qui seront mis en place dans le cadre du PIA 4. Donc ces guichets-là, ils seront communiqués prochainement et leur nom, bien entendu, il sera communiqué. Mais par contre, les entreprises qui veulent, voilà, enfin, qui dépendent de la filière automobile, doivent obligatoirement envoyer leur dossier au Coram. Enfin, les dossiers qui seront, par exemple, en fait, transmis à d'autres stratégies d'accélération, d'autres guichets risquent en fait d'être exclus. C'est-à-dire, en fait, nous, côté État, on centralise dans le cas du Coram l'ensemble des dossiers R&D en fait de la filière automobile, et c'est nous derrière en fait pour les dossiers qui sont bien entendu présélectionnés, quoi, qui voilà, qu'on vise à faire entrer en instruction approfondie, on va les instruire bien entendu en fait dans le cadre des guichets du PIA 4. Donc voilà, c'est juste pour expliquer en fait la différence entre ce qu'on appelle un AMI et un AP. Mais voilà, le Coram, il faut le voir plutôt comme étant un appel à projet qui est en mesure en fait d'attribuer ou financer en fait les projets des différentes entreprises. Après, donc sur les aides. Donc voilà, l'objectif en fait, c'est qu'on puisse en fait attribuer des aides sur la base en fait des dépenses éligibles et dans la limite bien entendu en fait du règlement européen en fait des régimes d'aide d'État. Et puis après pour l'aide apportée qui sera attribuée au projet, elle sera constituée bien entendu en fait d'une part de subvention directe et une part d'avance remboursable. Donc, la part de subvention, elle pourra, enfin, dans le cas général, c'est 60%, donc 60% de subvention et 40% d'avance remboursable, mais pour des projets en fait qui ont un impact assez considérable sur la filière, qui ont un caractère innovant, qui ont un impact, qui pourraient avoir également un impact à la fois sur l'empreinte industrielle de l'entreprise et aussi sur les emplois, ben, ces projets-là pourraient recevoir une aide qui pourrait atteindre par exemple 75% en fait 75% de l'aide totale et le reste ça sera des avances remboursables. Après, il y a un point que je voudrais souligner également, c'est qu'on ne vise pas en fait à attribuer une aide en dessous de 500 000 euros à une grande entreprise. Donc ça, c'est un point important à prendre en compte. Après, donc ça, c'est pour la partie aide. Et concernant en fait le coût des projets, en fait, les entreprises doivent en fait présenter en fait des projets avec une assiette de dépenses qui est supérieure en fait à 5 millions d'euros, que ce soit en fait pour les projets individuels ou collaboratifs. Par contre, nous de notre côté en fait, on souhaite voilà privilégier, mais bien entendu, on va analyser les dossiers un par un. Et notre objectif, en fait, c'est que voilà, il y a une attention particulière qui sera
apporter en fait au projet avec des assiettes supérieures à 10 millions d'euros. Après, sur le seuil en fait qui est indiqué sur la partie coût total du projet. Donc ça concerne principalement les grandes entreprises. Mais pour les PME et les ETI, ce seuil-là, il sera abaissé à 2 millions d'euros. C'est-à-dire, en fait, pour les projets monopartenaires et collaboratifs portés par des PME et les ETI, le seuil pourrait être à 2 millions d'euros. Après, pour répondre à des questions concernant en fait le dépôt du dossier, c'est-à-dire en fait là, l'AMI il est ouvert depuis le 12 février. Les entreprises doivent remplir 3 annexes. L'annexe 1, l'annexe 2 et l'annexe 3. L'annexe 4 sera demandée uniquement à partir de l'entrée en instruction approfondie en fait, du dossier. C'est-à-dire, en fait, pour les entreprises qui veulent déposer rapidement, elles peuvent se contenter uniquement des 3 premières annexes. Et ces éléments, ils sont décrits également en fait, dans le cahier de charge. Mais voilà, pour l'instruction approfondie, il est indispensable en fait, de soumettre l'annexe 4 pour permettre en fait, aux instructeurs de BPI France et également de l'ADEME d'instruire et évaluer en fait déjà d'isoler en fait les assiettes et évaluer l'aide qui pourrait être attribuée au projet. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors moi je vais essayer d'être assez rapide, je vais m'attarder sur les aspects un petit peu pratiques de la candidature et du dépôt de votre dossier. Donc, première chose à savoir, c'est que est-ce que vous m'entendez déjà? J'espère que oui. Il faut savoir que chaque dossier devra être déposé sur la plateforme extranet BPI France. Donc, voilà, c'est vraiment la candidature obligatoire, le passage obligatoire pour votre candidature. Alors, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Je vais être assez rapide. Voilà. Donc, vous trouverez toutes les informations sur le site internet de BPI France vers la rubrique extranet projet collaboratif. Donc, c'est la plateforme de dépôt des projets collaboratifs. On peut passer à la suite. Et donc, vous créez votre identifiant si ce n'est pas encore fait et vous avez donc ce portail pour déposer votre projet. Vous trouverez également toutes les conditions en général d'utilisation et le traitement des données à caractère personnel, qui permet un traitement sécurisé et confidentiel de vos éléments de candidature. Voilà. Donc, pour compléter son dossier, comme le disait Amine à l'instant, on a plusieurs éléments, on a 4 annexes, et les 3 premières annexes sont les éléments à voir de manière obligatoire pour initier la présélection. Donc, on a l'annexe 1, description détaillée du projet, c'est un document Word. On a l'annexe 2, base de données des coûts, qui est un document Excel. Et l'annexe 3, synthèse d'éco-conditionnalité, qui est également un document Excel. Donc, pour ces 3 annexes, vous n'avez à les déposer qu'une seule fois. Si vous êtes dans le cadre d'un projet collaboratif, tous les partenaires ne devront pas déposer cette annexe. C'est une annexe 1, une annexe 2 et une annexe 3 par projet. Concernant l'annexe 4, qui est une série d'éléments financiers et administratifs, ça, c'est demandé à chaque partenaire, à chaque entité qui fait une demande d'aide. Voilà, donc en tout cas, gardez en tête que pour le dépôt au 19 mars, qu'on vous demande, c'est les 3 annexes, les 3 premières annexes. Donc tout ça, vous le trouverez bien sûr sur le site de la page web de l'appel à projet, sur le site de BPI France, qui détaille à la fois tous les éléments du dossier de candidature, le cahier des charges et la façon dont vous pouvez vous guider sur l'extranet pour déposer votre projet. Donc vraiment, si vous avez des questions approfondies et si vous avez besoin d'informations, je vous invite à aller voir sur le site de BPI France, donc sur la rubrique appel à projet et concours. Vous trouverez l'AMI Coram et vous trouverez tous ces éléments détaillés, donc les éléments de candidature, le cahier des charges et la façon dont vous pouvez déposer votre projet. Voilà. Ensuite, vous verrez que sur la plateforme, vous avez plusieurs niveaux d'avancement de votre projet. Lorsque vous le créez, vous avez une pastille grise qui vous indique que votre projet est créé. Une fois qu'il est en cours de construction, vous avez la pastille verte et la pastille rouge, c'est lorsque votre projet est validé, lorsque vous l'avez validé et que votre candidature est bien soumise. S'il vous manque des éléments, on vous fera ce qu'on appelle une correction
on vous demandera une correction, donc le statut de votre projet évoluera. Et donc ça pourrait être orange s'il manque des éléments. Et lorsqu'il est verrouillé, c'est-à-dire que lorsque les équipes de BPI France vérifieront que toutes les pièces et tous les éléments sont bien complets, votre projet sera verrouillé et donc il pourra passer donc, à l'étape suivante, à savoir l'étape éventuellement d'audition ou de présélection. Donc voilà, ça c'est peut-être des éléments à savoir, à garder en tête sur l'évolution du statut de votre projet et la façon un petit peu de se balader, de naviguer sur la plateforme pour avoir vraiment des certitudes sur à quel stade en êtes-vous. Donc en tout cas, pour bien valider votre projet, il faut que votre projet soit en rouge. Donc il faut bien le soumettre. Et pour cela, donc on passe juste à la slide suivante, s'il vous plaît. Il vous faut valider deux choses, à la fois toutes les informations que vous avez remplies pour chaque partenaire et chaque porteur. Donc vous validez le dossier. Et une fois que tous ces éléments sont réalisés, on passe à la deuxième étape. Donc c'est la slide d'après, qui est valider le projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi à avoir en tête. Vous validez le dossier. Ça paraît un petit peu fastidieux, mais vous validez le dossier et ensuite vous validez le projet. Voilà, en tout cas, pour vraiment garder ça en tête au moment où vous allez déposer votre projet de manière complète. Et donc ça reprend un petit peu ce qu'on a déjà dit. On a un dépôt de candidature, on vérifie la complétude des dossiers. Ensuite, il y a une phase d'analyse d'éligibilité des projets. Et ensuite, éventuellement des auditions. C'est ce qui est inscrit dans le cahier des charges. Donc ce n'est pas automatique. Il y aura possiblement des auditions, mais ce n'est pas sûr. Et à l'issue de ces auditions, votre projet rentre ou non en instruction approfondie. Et à l'issue de cette instruction approfondie, vos projets repassent en comité de pilotage. Et donc là, c'est pour une décision de financement qui est prise évidemment par le comité de pilotage. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et pour tous les contacts et les questions, vous pouvez les adresser à l'adresse affichée adminpspc@bpifrance.fr. Alors, j'arrête le partage, comme ça je vais pouvoir voir les questions. Alors, il y a une question sur le CORAM. Est-ce que le CORAM ne concerne pas les grandes entreprises? Donc, je pense que la réponse a été apportée pendant le webinar. Elle concerne à la fois les grandes entreprises, les PME et les laboratoires, mais les projets doivent être portés par une entreprise. Alors, une question peut-être pour Amine sur l'ADEIP PIA3. Du coup, est-ce que cet appel n'est plus actif? Oui, en fait, c'est ce que j'ai indiqué. En fait, l'ensemble des guichets qui ont été mis en place en fait dans le PIA3, ils vont disparaître pour laisser la place en fait au guichet du PIA4. C'est-à-dire nous, en fait, même si la deadline en fait pour la soumission des dossiers, ou même si certaines entreprises en fait veulent envoyer leur dossier à la DEIP, nous on leur recommande en fait vivement à envoyer leur dossier directement au CORAM. D'accord. Et donc pareil pour le PSPC, j'imagine? Oui, tout à fait. Ensuite, les projets mobilité douce et donc non automobiles sont-ils traités par le CORAM? Qu'est-ce qu'on entend par mobilité douce? Je suppose en fait. J'imagine qu'on pourrait avoir par exemple le cas de Valeo a annoncé récemment là qu'il avait développé un projet, une motorisation pour vélo électrique. Typiquement, est-ce que ce genre de projet aurait pu être présenté dans le CORAM? Pour moi, oui. En fait, ce type de projet, en fait, ils sont éligibles également au CORAM. Et je souhaiterais aussi mentionner qu'on a aussi soutenu des projets liés à la mobilité douce
dans le cadre du fonds de modernisation, donc de lauréats en fait qui ont développé des systèmes, soit en fait un nouveau type en fait de vélo électrique ou des systèmes destinés en fait au vélo électrique. Ce type de projet, on pourrait bien entendu en fait les soutenir. D'accord, donc à partir du moment où on parle de mobilité terrestre, la consigne, c'est de candidater au Coram. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait. Parfait. Alors ensuite, une question sur le critère PME, donc 2 millions d'euros minimum ou grande entreprise 5 millions d'euros minimum, dépend-il de la nature du porteur ou de la part consolidée de budget demandé? Bah, en fait, sur cette question, donc nous, ce qu'on a, enfin, bien entendu, enfin, un grand nombre en fait de PME et ETI ne peuvent pas en fait présenter des projets avec des assiettes qui dépassent les 5 millions d'euros. Donc en fait, les 2 millions, enfin, c'est-à-dire, je prends un exemple, enfin, une PME, une ETI qui a un dossier à 1,5 million, c'est-à-dire un projet de R&D à 1,5 million, elle peut bien entendu en fait déposer son projet dans le cadre du fonds de modernisation, enfin dans le cadre du Coram. Et également en fait une entreprise ou c'est-à-dire une PME, une ETI qui monte un projet collaboratif, que ce soit en fait avec un laboratoire de recherche ou avec un grand groupe. Et même si l'assiette, enfin, si l'assiette en fait elle est entre 5 et 2 millions d'euros, on pourrait bien entendu, voilà, enfin, accepter son projet et regarder en fait s'il il est éligible ou pas. Donc voilà, enfin, ce type, enfin, pour les seuils, on va bien entendu faire du cas par cas, même si nous on souhaite, voilà, enfin, privilégier des dossiers dans lesquels en fait il y a un consortium important en fait mobilisé. Également, si voilà, enfin, l'entreprise peut porter un projet structurant qui pourrait avoir un impact à la fois sur la filière et également sur le développement des technologies liées aux véhicules du futur. D'accord, donc si je résume, donc ce sont des seuils indicatifs et ce qui sera plus regardé derrière, c'est plutôt l'ambition du programme et les retombées potentielles. Oui, en fait, les deux critères, ils seront bien entendu pris en compte, c'est-à-dire à la fois l'assiette et également les retombées du projet. D'accord. Alors, il semble qu'il y a une confusion entre... donc, vous précisez que le projet devra être porté par une entreprise, mais dans le slide d'avant, vous précisiez que le projet devait être collaboratif. Alors, pour moi, ça n'est pas incompatible. Il faut juste que qu'une entreprise porte le projet, donc ce qui signifie que des laboratoires peuvent y participer. En fait, pour déposer un projet au Coram, il faut que le projet soit porté par une entreprise, c'est-à-dire un laboratoire de recherche ne peut pas déposer un projet au Coram. Donc c'est parce qu'en fait voilà, enfin, le Coram il est vraiment axé voilà sur les entreprises. Après, si on a deux cas, c'est-à-dire soit l'entreprise peut déposer un projet monopartenaire, c'est-à-dire voilà, enfin il n'y a pas de, elle monte pas de consortium, elle a un projet avec soit une assiette de 5 millions d'euros pour une grande entreprise ou une assiette de 2 millions d'euros pour une ETI ou PME. C'est-à-dire, en fait, ce type en fait, de projets peuvent être, ils sont bien entendu éligibles. Si on est dans l'autre cas, dans lequel, en fait, on est dans un projet collaboratif, c'est-à-dire, en fait, une PME ou une ETI monte un projet collaboratif ou dépose toute seule, c'est-à-dire, on va bien entendu respecter les seuils. Mais voilà, enfin, moi, j'aimerais insister sur ce point-là, c'est que le projet doit être obligatoirement être déposé par une entreprise, quelle que soit en fait sa taille. Ensuite, une question sur la nationalité de l'entreprise. Est-ce qu'elle doit être nécessairement française? Non, pas du tout. L'entreprise doit être présente en France et son projet, mais sous le contrôle d'Antoine Roux, côté BPI, l'entreprise doit réaliser ses investissements en France, ou le projet R&D doit être développé en France. C'est-à-dire, en fait, si on a une entreprise même française, en fait,
qu'il y a une filiale, par exemple, dans un pays européen et que les dépenses concernent en fait ce pays européen, ben, ces dépenses-là ne seront pas éligibles. Oui, tout à fait. Enfin, je confirme ce que vient de dire Amine. C'est pas du tout la localisation de l'entité, mais c'est plus la nature des travaux et la localisation des travaux en France. S'agissant d'aide publique, c'est ce qui est forcément attendu. C'est des travaux qui ont un impact sur une filière en France. Merci. Une question donc sur les modalités de dépôt. Donc, je pense qu'on a répondu pendant le webinaire. Donc, vous avez les 3 annexes et puis le 19 mars, vous avez donc le site BPI pour déposer vos propositions. Alors, est-ce qu'un projet Coram peut venir en complément à un projet déjà subventionné et sous-estimé dans le cadre d'un PIA 3 ou concours d'innovation ADEME? En fait, tout dépendra en fait du projet, c'est-à-dire, si un projet a été déjà subventionné ou une partie en fait du projet a été déjà subventionnée par ailleurs, que ce soit en fait dans les appels à projets du PIA ou ailleurs, hein, c'est-à-dire si l'entreprise a déjà reçu un soutien en fait de la région ou des collectivités, ce projet ne pourra pas recevoir une aide supplémentaire. Donc en fait, on superpose pas en fait les aides et on ne les applique pas en fait aux mêmes assiettes. Après, voilà, si une entreprise, par exemple, je donne juste un exemple, qui a présenté un lot 1 et 2, concernant un projet qui contient 5 lots, c'est-à-dire elle a présenté un lot 1 et 2 qui a déjà reçu en fait un financement. Par contre, en fait, les lots 3, 4, 5 n'ont pas reçu de financement. Elle a toujours la possibilité en fait de préparer un dossier et le déposer dans le cadre du Coram, à condition en fait de respecter bien entendu les seuils qui ont été déjà indiqués en fait dans le cahier de charge. Merci. Ensuite, une question donc, sur la première réunion du Coram. Je pense qu'il y avait une coquille dans un des slides. Elle n'est pas au 19 mars, hein. Je pense qu'elle est après, non? Puisque le 19 mars, donc c'est la date de dépôt des projets. Ensuite, il y a une phase de présélection. Je pense que c'était une coquille, oui. C'est plutôt au mois de juin, non, Amine? Ça devait être le 19 juin, non? Oui, autant pour moi, toutes mes excuses. En effet, en fait, c'est une coquille. La première réunion du Coram, elle aura lieu en juin. Parfait. Une question sur le volume du dossier qui est attendu pour le 19 mars, puisque le 19 mars, effectivement, c'est demain. Du coup, la présentation du projet, vous attendez, c'est quoi? C'est 20 pages? C'est 5 pages? Quel est le niveau de détail attendu à ce stade? Antoine, tu souhaites répondre? Il n'y a pas de volume particulier attendu. En général, le document Word, enfin, pour ce qui est de l'annexe 1, en fonction des éléments qui sont demandés, c'est en effet une vingtaine de pages, mais il n'y a pas de format particulièrement attendu en termes de taille. D'accord, mais ça donne quand même une idée du niveau de Voilà, détail avec attendu. le nombre d'éléments attendus, c'est en général une vingtaine de pages. D'accord, parfait. Pouvez-vous préciser le A4 pour la lettre de soutien PFA? Oui, je pense que dans la présentation, en fait, l'A4, c'est ce qu'on cherche, c'est avoir le contexte, le marché cible, le porteur ou le consortium, une description du projet et les points clés, notamment l'état de l'art, les objectifs techniques globaux du projet, les aspects innovants, la description des verrous à lever. Et finalement, c'est quoi la contribution à la filière, la demande de soutien et les impacts du projet. Donc, c'est ça le contenu qu'on cherche. Si on a besoin de plus de précision ensuite, on peut faire des points spécifiques pour... Est-ce qu'on a une trame, Steve? Oui. 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 D'accord, donc je pense qu'on la mettra à disposition à l'issue du webinaire. Ce qui est marqué, c'est les A4 des 4 projets Coram 2020 sont en ligne sur le site de la PFA. Parfait.
Pour les PME, le montant de 2 millions d'euros est le minimum. Y a-t-il un maximum? Non, pas de maximum en fait qui a été fixé. Alors peut-être qu'on peut préciser qu'a priori, ça dépendra également des fonds propres de la PME. Donc il faut être capable de justifier des capacités de financement. Et ensuite, les fonds sont limités, hein, donc s'il y a 3 projets intéressants par rapport à un, il y aura peut-être des choix qui seront faits de ce point de vue-là. Quel est le taux d'aide global? En fait, le taux d'aide, il va bien entendu en fait dépendre de la taille de l'entreprise. Donc, cet élément, en fait, il est bien entendu précisé en fait dans le cahier de charge. Pour une grande entreprise, le taux d'aide moyen, c'est 30%. Pour une moyenne, enfin, c'est également en fait la même chose pour une ETI, c'est toujours 30% pour le taux d'aide moyen. Pour une entreprise ou une PME, donc c'est un taux d'aide moyen de 40%. Une petite entreprise ou ce qu'on appelle une TPE, c'est un taux d'aide en fait de 50%. Après, il y a un élément aussi qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire dans le cas en fait du projet, des projets collaboratifs, il y a bien entendu en fait une bonification de 15% qui pourrait être ajoutée pour bien entendu prendre, prendre en considération en fait le caractère collaboratif du projet. Alors ensuite, il y a une remarque avec 500 000 euros sur 5 millions d'euros, ça ne correspond pas à 60 ou 75%. Donc là, je pense en fait qu'il y a une confusion entre l'aide minimum que peut recevoir un grand groupe et le budget minimum du projet présenté. Donc qui sont des choses différentes, hein. Donc 500 000 euros, c'est l'aide minimum à laquelle peut prétendre un grand groupe. Et 5 millions d'euros, c'est le budget global d'un projet collaboratif. Est-ce que c'est bien ça, Amine? Oui, tout à fait. En fait, un grand groupe qui présente un dossier en dessous avec une assiette en dessous de 5 millions d'euros, enfin, je dirais, en fait, ça dépend, c'est du cas par cas, mais nous, on souhaiterait, voilà, enfin, avoir des projets monopartenaires, grandes entreprises avec des assiettes supérieures à 5 millions d'euros. Donc ça concerne l'assiette, c'est-à-dire l'assiette de dépense, en fait, du projet. Après, cette assiette, il faudra, sous le contrôle de BPI, il faudra une analyse, en fait, du dossier pour isoler, en fait, les assiettes et évaluer, en fait, la part de R&D et aussi identifier les investissements productifs. Et en fait, sur ce qu'on appelle, en fait, les assiettes éligibles, bien entendu, les assiettes de R&D pure et dure, à ce moment-là, en fait, il y a le taux d'aide qui sera appliqué. Donc voilà, donc pour une grande entreprise, ça sera de 30%. Et dans ces 30%, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a en fait un taux de subvention qui sera appliqué, soit de 75%, soit de 60%. Mais voilà, enfin, dans le cas de 60%, on pourrait monter jusqu'à bien entendu 75% pour tenir compte, en fait, prendre en considération le caractère innovant de certains projets qui pourraient avoir un impact considérable. Mais sur la partie 500 000 euros, ça, c'est pour la subvention, c'est-à-dire un grand groupe qui voilà, enfin, ne pourra pas prétendre à une aide en dessous de 500 000 euros. Voilà, et donc juste pour préciser le critère des 75%, hein, c'est la répartition entre la subvention versus l'avance remboursable. C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire si on estime, je prends juste un exemple, on estime 10 millions d'euros de subvention pour un projet. Donc, dans ces 10 millions d'euros, il y aura 75% en fait de subvention directe, mais il y a uniquement 25% en fait d'avance remboursable et les modalités en fait de remboursement, elles sont décrites en fait ou présentées en détail dans le chapitre 5.5 du cahier de charges.
Alors une question maintenant concernant les organismes de recherche. Est-ce qu'ils peuvent participer comme membres d'un projet collaboratif ou uniquement en sous-traitance d'une entreprise? Et quels sont les TRL visés? Ben, les laboratoires de recherche, ils sont bien entendu éligibles, hein, et même on encourage, on encourage aussi aux grands groupes, aux PME, aux ETI, aussi de travailler avec les laboratoires de recherche et aussi présenter en fait un dossier. Après, en fait, il n'y a pas d'exigence majeure. En fait, le laboratoire de recherche peut avoir à la fois, il peut être sous-traitant, mais également en fait partenaire en fait du projet. Mais on n'a pas en fait, on n'a pas indiqué une condition, une contrainte majeure par rapport à ça. Une question sur la dissémination. Est-ce qu'il faut prévoir une dissémination dans les lots de projets? Antoine, je ne sais pas si tu souhaites répondre à cette question. S'il faut prévoir une dissémination des lots des projets. Non, dans un des lots. Enfin, je pense que c'est une habitude des projets européens où effectivement il faut prévoir une dissémination. On n'en a pas forcément l'habitude au niveau national. Alors là, il n'y a pas de règle particulière, il me semble, là-dessus. Sur l'allotissement du projet, c'est vraiment une proposition faite par le porteur de projet. C'est vraiment son libre arbitre, mais il n'y a pas de recommandation particulière sur ce type de programme. Parfait. Est-ce que les les projets qui ne seront pas retenus pourront accéder auront une restitution sur les raisons du refus, ce qui pourrait leur permettre de recandidater à nouveau en l'améliorant? Alors, chaque candidat recevra forcément un retour plus ou moins détaillé en fonction de l'évolution de sa candidature. Dans tous les cas, un retour sera fait sur l'état de la candidature et en fonction en fait, ça dépend de la façon dont il est évalué. Si c'est un retour en éligibilité, alors on reviendra rapidement vers le porteur pour lui dire qu'il n'est pas éligible. Si le porteur passe en audition ou en présélection, là il y aura plus d'éléments à donner au candidat suite à cette décision-là. Mais c'est vraiment en fonction du stade de la candidature qu'on pourra fournir plus ou moins d'éléments. En tous les cas, il y a des équipes au sein de BPI France qui sont à disposition. Voilà, toutes les personnes qui ont vu les dossiers pourront fournir des éléments. Alors une question maintenant sur l'industrialisation. Est-ce qu'elle pourrait être financée? En fait, les régimes qu'on va mobiliser en fait dans le cadre du CORAM et même dans le cadre du PIA, ce sera des régimes, ce qu'on appelle les régimes RDI. Donc, ces régimes, ils visent en fait à financer les travaux de recherche, que ce soit en fait recherche fondamentale, recherche industrielle ou recherche et développement tout court. Donc là, en fait, on n'a pas de régime qui sera mobilisé pour financer en fait l'industrialisation. Il y a un autre dispositif qui a été mis en place dans le cadre du plan soutien automobile et même dans le cadre du plan de relance en général, qui s'appelle Fonds de modernisation automobile et qui vise bien entendu à apporter un soutien au projet d'industrialisation. D'accord, donc pour ces projets fonds de modernisation, il n'est pas nécessaire de passer par le CORAM du coup. Oui, tout à fait. En fait, pour les projets dans lesquels en fait il y a vraiment une très très faible part en fait de R&D, nous ce qu'on recommande en fait aux entreprises de la filière automobile, c'est de soumettre directement leur projet à l'appel à projet plan de relance pour l'industrie. Et je pourrais en fait l'évoquer plus en détail en fait après avoir répondu aux questions concernant le CORAM.
Alors, une question sur le GNV, bio-GNV. Est-ce que vous considérez cette thématique comme éligible? Pour moi, cette thématique elle est éligible, mais je parle sous le contrôle de Steven. J'ai loupé la thématique, laquelle? Oui, c'était une question sur le GNV et bio-GNV. Est-ce que l'on considère cette thématique comme éligible? Oui. Parfait, merci, c'est clair. Alors, une question sur la différence entre le Coram et France Relance. Quelle est la différence? Oui, bon, en fait, France Relance, vraiment, c'est l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement pour voilà, soutenir en fait les entreprises, enfin, de tout l'ensemble en fait des filières. Il y a aussi le soutien, enfin, vraiment, il y a un grand nombre en fait de soutiens qui ont été apportés en fait dans le cadre de France Relance en général. Après, Coram, je pourrais dire en fait, c'est juste une petite partie en fait de l'énorme chantier en fait de France Relance. Le Coram, voilà, il vise principalement à soutenir les projets de R&D. France Relance, en fait, ça couvre pour vraiment l'ensemble en fait des dispositifs. Par exemple, le plan de relance pour l'industrie. Enfin, c'est-à-dire le fonds de modernisation automobile, ça, c'est un dispositif en fait qui fait partie en fait du plan de relance. Il y a un dispositif qui a été annoncé récemment pour soutenir le déploiement en fait des bornes de recharge avec une enveloppe de 100 millions d'euros. C'est un dispositif également en fait qui fait partie en fait de plan relance, de France Relance, également un grand nombre de dispositifs qui permettent en fait de soutenir des projets dans des secteurs stratégiques comme l'aéronautique, nucléaire, l'agroalimentaire, la santé, l'électronique, les télécommunications 5G, et également dans tout ce qui est intrant essentiel industrie comme la chimie, les matériaux, les métaux. Merci. Combien de participants par consortium? Qu'habituellement c'est 5-6 hein, maximum. On a du mal à gérer des consortiums avec plus de partenaires. Il n'y a pas de partenaire maximum sous le contrôle d'Amine. En tout cas, c'est effectivement sur les projets PSPC, on a des limites qu'on voit habituellement de 5-6, mais le cahier des charges ne mentionne pas de partenaire maximum là, sur cette année. Parfait. Une question sur la valeur ajoutée de la labellisation. Donc là, je vais pouvoir répondre. Donc la labellisation, ça vous permet vraiment de challenger le projet que vous présentez. Donc nous, au niveau de NextMove et puis des autres pôles de compétitivité, donc on vous propose des présentations de projets devant nos comités d'experts, donc qu'on veut représentatifs de la filière, qui vont vous challenger sur l'état de l'art, sur l'innovation proposée, les verrous à lever, sur la qualité du consortium et puis sur les retombées que vous envisagez. Et donc ça vous permet d'améliorer votre dossier avant de le soumettre et donc de maximiser vos chances de succès. Il y avait une slide justement en introduction où on disait que c'était jusqu'à 2 fois plus de chances de succès d'être financé en passant par la labellisation. Donc c'est une contrainte, hein, on en est conscient, il faut prendre un peu plus de temps, mais derrière on pense que ça vous permet vraiment d'améliorer vos propositions. Donc par contre pour le 19 mars, hein, vous voyez que la date est très serrée, donc surtout contactez vos référents au niveau des pôles de compétitivité dès maintenant si vous savez que vous allez candidater. Alors, est-ce qu'il faut obtenir la lettre de la PFA avant de déposer le dossier sur la plateforme? Pour moi, ce n'est pas indispensable. Enfin, on recommande bien entendu en fait aux entreprises de prendre déjà contact avec les pôles de compétitivité et également avec la PFA avant de déposer leur projet. Après, pour certaines entreprises qui ne souhaitent pas, voilà, enfin, passer par ce processus,
elles peuvent directement voilà, déposer leur projet dans le cadre de l'appel ou dans le cadre en fait de l'AMI, hein, c'est-à-dire soumettre directement leur dossier sur la plateforme de PPI. Une question Tout à fait. sur... C'est pas une obligation. Une question maintenant sur les dépenses éligibles. Donc, est-ce que l'achat d'équipements pour une fabrication de prototypes, une ligne pilote par exemple, peut-il être pris en compte? Alors, Amine, peut-être sous le contrôle d'Amine. Donc, je t'en prie. De toute façon, les achats font partie des dépenses éligibles. Il faut avoir en tête que dans votre projet, une bonne partie des dépenses de votre projet, si c'est un projet de R&D, quel que soit le type de dépenses, sont éligibles. Donc les achats en font partie. Alors souvent, quand on parle d'investissement récupérable, on va prendre l'amortissement pendant la durée du projet. Est-ce que Oui. ce genre de fonctionnement pourrait être adopté là? Oui, tout à fait. Voilà. Après, voilà, c'est important de rappeler aussi que vous faites les candidats font une proposition de dépenses et que ces dépenses-là sont forcément travaillées et refiltrées lors de l'instruction. Mais s'il y a un réajustement, ça se fait vraiment au moment de l'instruction. Mais l'idée, c'est quand même de proposer voilà, vos dépenses telles que vous l'imaginez dans votre projet. Ensuite, est-ce que des dépenses de sous-traitance auprès d'une entreprise étrangère, mais au bénéfice du projet et de l'entreprise en France, sont éligibles? Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur la sous-traitance. Sur la sous-traitance, il faut rappeler que un partenaire sera considéré non pas comme partenaire, mais sous-traitant s'il représente moins de 5% des dépenses globales du projet. Donc, en dessous de 5% des dépenses, on va parler de sous-traitance. Et non plus de partenaire. Ensuite, il est possible de choisir un sous-traitant, mais il conviendra quand même de s'assurer que les tarifs pratiqués sont bien ceux du marché. Et donc, voilà, il est possible d'avoir des sous-traitants qui ne sont pas nécessairement en France, mais il y a certaines règles à respecter si on pratique la sous-traitance. Et évidemment, une chose à rappeler, c'est que la sous-traitance ne peut pas dépasser plus de 30% du montant global du projet, enfin du montant global des dépenses du projet. Donc la sous-traitance est plafonnée, et il est possible d'avoir recours à des sous-traitants étrangers et on considère un partenaire sous-traitant en dessous de 5%. Merci. Quelques questions également sur les fonds propres. Est-ce que l'on demande toujours à ce que l'aide demandée ne soit pas supérieure aux fonds propres de l'entreprise? Il me semble que c'est une règle qui n'est pas explicitement inscrite dans le cahier des charges, mais c'est une série d'analyses et d'évaluation de la capacité financière de l'entreprise qui permettra d'accorder ou non ce genre de choses, mais c'est pas explicitement mentionné dans le cahier des charges. La règle n'est pas décidée de cette manière. C'est vraiment le comité de pilotage qui décide au regard de l'appréciation de plusieurs critères de la capacité en fonction de l'entreprise. Merci. Au niveau des organismes de recherche, quel est le taux d'aide? Alors, comme c'est mentionné dans le cahier des charges, on a les taux d'aide, c'est de la subvention, c'est de la subvention et on est à 100% en coûts marginaux ou à 50% en coûts complets. Très bien. Ensuite, est-ce que le ratio recherche industrielle ou développement expérimental va modifier le taux d'aide ou la nature de l'aide? A priori, oui, mais je vous laisse confirmer. Alors, je peux également répondre rapidement là-dessus. En effet, ce ratio modifie la forme de l'aide. Donc, sur la subvention, ce sera davantage de la recherche industrielle et l'avance récupérable du développement expérimental.
Ensuite, une question sur les projets qui seront priorisés. Est-ce que vous cherchez plutôt des projets proches du marché avec une faisabilité R&D relativement assurée ou l'inverse? En fait, ce point-là, on l'a pas détaillé en fait dans le cahier de charge. Après, voilà, enfin, si ça n'a pas été détaillé, cet objectif, en fait, c'est de pouvoir, en fait, avoir enfin, tout type de projet, c'est-à-dire, en fait, des projets avec un TRL bas et également des projets avec un TRL haut. Mais en fait, on n'a pas c'est-à-dire, en fait, on n'a pas de critères particuliers. Ça ne veut pas dire, en fait, que des projets qui ont un TRL bas ou inversement qui ont un TRL haut seront priorisés ou écartés. Bien entendu, en fait, on va regarder les critères, en fait, certains critères de sélection pour voir si les projets ils sont innovants, si le projet en fait il a un impact aussi, un impact sur l'emploi, un impact en fait sur l'industrie, un impact sur la filière en général. Donc c'est vraiment ces caractères-là qu'on va regarder pour retenir ou écarter un projet. Merci. Une question sur l'hydrogène maintenant. C'est vrai qu'il y a les AMI hydrogène donc, qui sont plutôt gérés par l'ADEME, si ma mémoire est bonne. Du coup, sur ces appels à projets hydrogène, est-ce qu'il faut, notamment l'appel à projet briques technologiques, est-ce qu'il faut quand même passer par le CORAM ou est-ce qu'on candidate directement à l'ADEME? En fait, tout dépendra enfin, de l'entreprise et son activité. C'est-à-dire, en fait, si c'est une entreprise qui fait vraiment un chiffre d'affaires important dans le cadre de l'automobile, nous, on lui recommande, bien entendu, en fait, de déposer son dossier dans le cadre du CORAM. Et nous, derrière, si on retient, en fait, le projet, bien entendu, il sera orienté directement vers ce guichet-là. Enfin, c'est le type de guichet que j'ai indiqué tout à l'heure, qui pourrait, par exemple, dans ce cas-là, en fait, soutenir des projets hydrogène. Après, si l'entreprise n'a aucune activité en fait dans l'automobile et le projet qu'elle veut présenter en fait a un lien avec par exemple en fait la décarbonation de l'industrie, c'est-à-dire en fait utilisation d'hydrogène pour décarboner l'industrie, si ce projet en fait n'a aucun lien avec l'automobile, l'entreprise n'est pas dans l'obligation en fait de déposer un dossier dans le CORAM, elle peut le déposer directement en fait dans le cadre de ce guichet-là. Parfait, merci, c'est très clair. Oui, une question. Est-ce qu'il y a un seuil de chiffre d'affaires à réaliser dans le secteur automobile pour être éligible au CORAM? En fait, c'est une très bonne question. En fait, c'est parce que le chiffre d'affaires, en fait, on l'a indiqué dans le cadre un minimum de chiffre d'affaires dans l'automobile, enfin, faisait partie en fait des critères de sélection dans le cadre de l'AP, Fonds de modernisation automobile. Mais par contre, en fait, dans le cadre du CORAM, cet élément-là n'a pas été précisé ou indiqué pour une raison simple. Hein. Je peux donner juste un exemple. Enfin, vraiment, c'est un exemple à prendre avec des pincettes. C'est juste pour illustrer mon propos. C'est-à-dire, on suppose en fait qu'un grand groupe ou une ETI ou une PME veut développer un projet en fait dans tout ce qui est véhicule autonome et connecté et qu'elle fait appel par exemple à une PME qui n'a aucune activité en fait dans l'automobile, mais qui va développer par exemple, c'est juste un exemple, de développer en fait des algorithmes sur l'intelligence artificielle qui vont être intégrés en fait dans le cadre du projet. Donc en fait, cette entreprise-là, elle est bien entendu éligible dans le cadre du consortium. Et bien entendu, même si elle fait zéro chiffre d'affaires en fait dans l'automobile, elle pourrait être soutenue au regard en fait de l'importance du projet et aussi sur la base en fait de l'évaluation qui sera faite derrière. Merci. Donc là, on regardera plutôt les marchés visés plutôt que le chiffre d'affaires passé et sa répartition. Oui, tout à fait. Ensuite, est-il prévu une clause de succès remboursement majoré des avances remboursables en cas de succès du projet? Donc je pense que oui, ce sont les avances remboursables. Ah non, pardon, remboursement majoré, donc c'est un peu différent.
Alors, ça, il me semble que c'est en fonction du programme vers lequel sera dirigé le projet, parce que j'imagine que les règles ne sont pas forcément les mêmes pour tous les appels à projets. Après, voilà, c'est une série de critères, encore une fois, de succès du projet qui définissent ce genre de points. Mais je pense que je ne sais pas si c'est défini à ce stade de l'AMI, ces éléments de retour d'avance à récupérer. Alors une question, dans le cadre d'un projet par exemple labellisé par la PFA dans le cadre du programme électronique de puissance, que je connais un petit peu, est-ce que cela augmente les chances que le projet soit accepté dans le cadre de cette AMI? La réponse est oui. En fait, c'est l'occasion aussi d'évoquer en fait l'AMI électronique, hein. Donc, en fait, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont déjà soumis en fait leur dossier, qui ont demandé également en fait une lettre de soutien à la fois à la PFA et également soit à d'autres entreprises ou au pôle de compétitivité. En fait, ces entreprises-là ont toujours la possibilité en fait de déposer leur dossier dans le cadre en fait du quorum, à condition en fait que le projet soit en phase avec l'automobile, ou plutôt cherche à répondre en fait à des problématiques automobiles. Donc pour répondre de manière claire, oui, la réponse est oui, hein, ça augmentera bien entendu en fait ses chances pour être sélectionné dans le cadre du quorum. Merci. Tout projet structurant pour la filière automobile va donc passer par le quorum. Qu'en est-il des projets non structurants? Y aura-t-il d'autres appels à projets ou guichets dans le cadre du PIA 4 qui leur seront ouverts? Et typiquement, par exemple, alors là je complète la question, est-ce que lorsque une PME qui candidaterait à Innov, est-ce qu'elle doit passer par le quorum? En fait, le quorum vise à répondre ou plutôt soutenir des projets de R&D d'entreprises, quelle que soit leur taille, et également aux projets de laboratoires de recherche. En fait, je prends l'exemple en fait d'une start-up qui souhaite en fait développer des briques technologiques qui peuvent être liées en fait à la filière automobile, mais qui voilà en fait son souhait en fait c'est de soumettre directement en fait ce dossier en fait à Innov. Cette entreprise en fait elle a toujours la possibilité de déposer directement son dossier sans passer en fait par le quorum. D'accord, merci. Alors, je fais défiler encore les questions. Est-ce qu'une start-up immatriculée l'an dernier est éligible au quorum, sachant qu'elle n'a pas encore de CA? A priori, oui. Après, oui, tout à fait, la réponse est oui, mais bien entendu, en fait, tout dépendra de son projet, hein. C'est-à-dire, en fait, si le projet, c'est un projet purement R&D dans lequel, en fait, il y a un impact direct, en fait, sur la filière automobile, la réponse, oui, et oui, en fait, elle peut déposer, en fait, son dossier dans le cadre du quorum. Moi, je recommande aussi, en fait, avant que cette start-up ou PME, en fait, dépose, en fait, ce dossier-là, je lui recommande, en fait, de contacter les pôles de compétitivité, également la PFA, avant de déposer le projet. Après, à défaut, en fait, il y a toujours en fait le guichet ou le guichet Innov qui vise en fait à soutenir en fait les projets de start-up qui n'ont pas de chiffre d'affaires, qui vient d'être créés. Parfait, merci beaucoup. Donc on arrive au bout des questions. Steve, je te laisse le mot de la fin. Tu veux peut-être que je repartage la présentation? Oui, je pense que bon, on est un peu plus tard que prévu, hein, mais je pense que ça montre vraiment l'enthousiasme de tout le monde. Et j'espère qu'on a apporté les réponses que vous souhaitez. Je voulais juste, avec mon dernier slide, oui, juste faire un rappel sur le planning à venir, de vous encourager à postuler pour de l'aide des pôles,
tous les pôles ils ont accès à des spécialistes pour donner un avis et donner des conseils pour comment améliorer le dossier et augmenter la chance de réussite. Et également, en parallèle, présenter la PFA pour avoir une lettre de soutien. Je pense que c'est, comme dit Amine et Antoine, c'est pas obligatoire, mais je pense qu'il y a une valeur ajoutée de faire ça. Je sais que le planning est court si on veut faire dans le premier lot, mais je pense que ça montre vraiment le niveau d'enthousiasme de tous les acteurs dans la filière pour redonner de l'aide à l'innovation à la filière automobile. Donc là, c'est un rappel du processus très schématique, hein, mais je vous souhaite tous et ensuite n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations sur les questions que vous avez en tête après. Merci beaucoup pour votre assistance et à très bientôt. Merci. Et donc, on va clôturer ce webinaire. Donc, pour rappel, hein, il a été enregistré et vous aurez accès aux slides de présentation. Donc, si vous avez des collègues qui n'ont pas pu y participer, vous pourrez leur transmettre le lien. Merci à tous et bonne soirée. Pardon, je souhaiterais apporter juste une petite précision sur le fonds de modernisation automobile. Il y avait quelques questions en fait de certaines entreprises sur le régime Covid. En fait, là, c'est vraiment un autre chapitre. Je parle pas du Coram, je parle bien entendu en fait de l'appel à projet, plan de relance pour l'industrie, secteur stratégique, et en particulier, je parle pour la partie automobile. En fait, pour les entreprises qui ont déjà déposé en fait un dossier dans le cadre de l'appel à projet numéro 1 et qui ont déjà bénéficié en fait d'une aide de 800 000 dans le cadre du régime Covid, ces entreprises-là peuvent toujours déposer un nouveau dossier dans le cadre de la AP2. Donc, la prochaine relève de la AP, elle est prévue en fait le 31 mars. Il y a une dernière en fait qui est prévue également en fait au 1er juin. Par contre, en fait, on ne pourra pas en fait attribuer en fait 1 million d'aides. Et c'est juste, je voulais apporter cette précision-là en fait, c'est que depuis fin janvier, en fait, le régime notifié européen qui a été mis en place en fait dans le cadre de cette crise Covid, en fait, il permettait en fait aux États membres d'attribuer une aide de 800 000 euros sur la base en fait d'un projet. En fait, en fin janvier, en fait, la Commission européenne a rehaussé en fait le seuil pour le faire passer en fait à 1,8 million d'euros au lieu de 800 000 euros. Donc, en fait, une entreprise, et vraiment, je voulais insister sur ce point pour que ça soit clair aussi pour les entreprises qui déposent, également pour les pôles qui peuvent conseiller derrière les entreprises qui veulent déposer des projets au fonds de modernisation. C'est-à-dire, une entreprise qui n'a jamais bénéficié, en fait, qui n'a jamais déposé un dossier dans le cadre du fonds de modernisation automobile. Elle pourra bien entendu déposer un dossier, mais nous, on pourra la soutenir à hauteur de 800 000 euros pour une assiette de dépenses supérieure à 1 million d'euros. Donc ça, c'est toujours possible. C'est-à-dire, en fait, on attribue en fait 800 000 euros par dossier. Pour les entreprises qui ont déjà bénéficié en fait de ce régime-là, dans le cadre de la AP1, elles ont toujours la possibilité en fait d'envoyer un nouveau dossier. En fait, elles peuvent pas venir chercher par exemple 1 million supplémentaire. Ça, c'est pas possible, c'est parce qu'en fait le dossier a été déjà instruit avec les éléments, avec le premier cahier de charge en fait de la AP1 et également avec le règlement qui a été déjà établi. Mais par contre, elles ont toujours la possibilité en fait de déposer un nouveau projet pour bénéficier en fait de 800 000 euros supplémentaires. Merci pour cette information très, très intéressante que je ne connaissais pas et donc qu'on relayera évidemment auprès de notre écosystème. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous et donc on conclut cette fois-ci définitivement. Bonne soirée.